Merci à vous trois. D'abord, un caveat emptor qui est déjà évident, mais je pense mérite d'être souligné. Nous sommes tous sous la bonne influence de John Horn. On ne peut pas parler à propos de ces questions sans commencer avec ça. Alors, à propos de chacun des trois intervenants, j'ai quelques commentaires détaillés et puis j'ai une question un peu plus générale pour vous trois, mais je vais essayer de faire tout cela assez rapidement pour donner plus de temps à vous et aux spectateurs. Thomas, it's a very interesting paper. I have really two sort of key questions. Your conclusion is that basically the Americans become the agents of the French. And my question to you is, how much of that success is due to a coherent, centralized French planning? You evoke quite rightly Paul Panevet and selection of people, but did it go further than that? Was it part of a larger established strategy, the visits outside of Paris and so on? Was that more an act of individual decisions and spontaneous response out in smaller towns in villages, or was that also in part the fruits of a clear French strategy? And the flip side of that, Harvard's foreign policy from 1914 to 1917. To what extent is 1917 important on the American side? You talk about even before, in March, not even getting to April, but that period 1917, 1918, when the United States becomes a belligerent, is the French success of getting American agents this 17-18 period? Is most of the success come then? Or do you see a lot of success in the previous period, 14 to 17? To what extent does entering into war mean that one is no longer representing Harvard but first, but the United States second, but vice versa? Marie-Ève, il me semble, dans l'analyse que je viens d'entendre, les négociations sur une organisation internationale reflètent un peu les débats politiques autour de la SDN, dans le sens qu'il y a un enjeu de mettre tout le monde ensemble dans une seule instance. Un enjeu qui est partagé par tout le monde, mais avec des calculs très différents qui changent dans le temps. Est-ce qu'il n'y a pas, pour une fois, dans ce processus de démobilisation, un parallèle entre les événements, les calculs politiques et ce qui se passe sur le plan culturel? Deuxièmement, l'idée que les gens qui travaillent en sciences sociales et des gens qui travaillent en sciences pures ont la même vision des choses. Est-ce que dans l'analyse de ces individus, leur spécialisation, leur champ ne joue pas un rôle? Surtout les affinités des gens en sciences pures pour justement un rassemblement, une interaction sur le plan international. La tentation nationaliste pour nous qui travaillons en sciences humaines. À tel point est-ce que ça c'est un enjeu. Et pour peut-être nous parler de ça, et je sais bien que tu es la meilleure personne pour le faire ici, les Allemands. On a les négociations qui sont effectivement interalliées, mais ça serait peut-être intéressant de prendre 2-3 minutes pour donner ces négociations interalliées un contexte belligérant pour mieux voir comment ça se déroule. Guillaume, la périodisation est extrêmement intéressante. Démobilisation et puis, d'après ce que j'ai entendu, rémobilisation. Est-ce que c'est effectivement démobilisation suivie par rémobilisation? Est-ce que c'est plus utile de voir ça comme un deuxième conflit? Est-ce qu'il y a une utilité particulière dans l'utilisation de rémobilisation? Ou est-ce que, selon le pays, il y a un pause et on recommence quelque chose? Le compteur est remis à zéro. Mais la périodisation, il me semble, ces conflits un après l'autre est extrêmement intéressant pour tester, pour pousser justement plus loin ce concept. Deuxième et dernière question. Les démocraties voient dans la propagande quelque chose qui est toxique. Et donc, c'est les exigences de guerre qui les poussent à l'utiliser. Et donc le besoin d'arrêter de le faire quand la guerre est terminée. Mais est-ce qu'au courant, ou surtout à la fin de la guerre, est-ce que ce calcul toxique
changent leur comportement, leur calcul? Ou est-ce qu'il faut vraiment attendre la fin avant de se dire que, OK, maintenant on peut arrêter de faire de la propagande? Et pour terminer, une question plutôt pour vous trois, parce que vous avez fait des études transnationales, des histoires un peu aussi histoires comparées, ce processus de démobilisation qui va suivre la mobilisation, et je pense surtout à la citation de Charles-Maurus, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui donne cet enjeu de menace à la paix? Est-ce que c'est le fait que tous les belligérants vont passer par ce processus, ou est-ce que c'est l'écart en vitesse de leur passage qui pose le problème ou qui le rend le plus intéressant? Merci. Merci bien, Andrew, and thank you to all of the speakers for being so wonderfully concise and precise in what you had to say. There will now be a pause of 30 seconds while I change the furniture, and then I'm going to ask the three speakers to come up here to the front and ask them then to briefly reply to Andrew's comments before opening the discussion to the room. Have enough. Oh, sorry. Go to center and I'll sit here. Okay. Ouais, voilà. Take the middle. So, perhaps in order of speaking, if you'd like to reply to Andrew's commentary. Yeah, and I'll thanks for the comments. I'll try and keep it brief so we have more time to open up the discussion and not focus too much on specifics. The question of how coherent French planning was in this, I coined a sort of a cop-out phrase to answer that question, which is it's coherent spontaneity, if you like. The point being, I suppose, that the French education system is so centralized that it, by definition, things are coherent. The pieces are all in place. If you want to do this, it's quite easy to do it. But I think the point is that there's a sort of a growing trend in that direction as the war progresses. So, and that dovetails with a number of other processes. The importance being placed on sort of having specialists in the right place. So it happens that someone like Painlevé embodies that as a mathematician who's the Minister of Education, and he takes a deep interest in this around 1916. And given that the university system is so centralized, it's quite easy then for it to trickle down to the provinces especially. The other structure that's already in place is the Harvard Foundation, so in a sense that network is there, so they can in a sense appropriate this around midway through the war for that end. So it's spontaneous, but there's a coherence in the spontaneity, if that makes sense. And how important is 1917 on the American side? And who is being represented. I think the question you raised as well about who is being represented is important, because in a sense these actors are representing different things, personally, institutionally, politically, even in terms of their discipline or just in pre-existing networks, transnational networks. So they're representing a multitude of different ideas. How important is 1917? I think 1917 is critically important in that it gives sort of an ideological coherence to a process that was already somewhat in place, but that ideological and coherence which overlaps with the political and military alliance means that it sort of gains critical mass. So it's hugely important in the sense of, in that respect. And I think it's certainly on the American side, increasingly they're representing their institution, yes, they're representing America, yes, but they see that they're representing American scholarship more so, and that's an important caveat. I think that they see there's an opportunity to gain a sense of sort of intellectual equality with Europe, which wasn't there before the war. I would argue where there was more or less these exchanges were one way. There's Germany and France sending people to sort of like imperialism of another sort. They're sending professors to North America. So I think they see that there's a sort of a flip or a switch in where or in international estimations of American sort of cultural worth and specifically scholarship coming from Americans in American institutions. And that's the reason that someone like William James is so important. I think that why he's always seems to be, how people lecture on him to French audiences is because it's an American
school of philosophy from an American institution, which is quite populist as well, and it makes sense in more because it's quite similar to Bergsonism, I guess, on some level, and there's an affinity there. So I think that's why like James is really important and why he's emphasised in public lectures too. So I guess I hope those answer the two questions. Thank you. Marie-Ève. Oui, bon, merci pour les commentaires. Oui, il y a certainement des parallèles à faire avec ce qui se passe à la SDN. Ou les débats qu'on va avoir à la SDN. Puis d'ailleurs, pendant toutes les discussions dont j'ai parlé, la plupart des acteurs veulent attendre à la fin de la guerre avant de prendre des décisions. Aux États-Unis, à Londres, on ne veut pas toucher aux organisations tout de suite. Et puis ça mène tout de suite à la question sur l'Allemagne. En Allemagne aussi, on a voulu, dès 1915, attendre avant la fin de la guerre avant de prendre des décisions par rapport aux correspondants français, justement après que l'Académie des sciences à Paris ait radié des listes les correspondants qui avaient signé le manifeste de 93. À l'Académie des sciences à Berlin, on décide d'ajourner toute décision avant la fin de la guerre parce qu'on veut voir vraiment ce qui va se passer avant. Et puis, ce qui est intéressant de voir du côté allemand aussi, c'est que alors que les Alliés se rencontrent pour décider de la réorganisation de la science internationale, les Allemands, de leur côté, cherchent à rencontrer les Autrichiens pour discuter de la même chose. Mais la vision est plus nuancée et différente. On veut rencontrer les Autrichiens pour voir comment est-ce qu'on va reprendre les relations avec les ennemis, puis comment est-ce qu'on va reprendre les dossiers qu'on avait déjà en commun avec eux, comment on va continuer à travailler sur ça finalement. Donc la désillusion du côté allemand vient en juillet 19 avec le boycott, là. Et puis surtout quand les neutres décident de se joindre au nouveau conseil de recherche, là, la désillusion pour les Allemands est doublement grande. Ouais. Voilà. Merci. Guillaume. Merci. J'ai essayé de faire ça court, ce qui serait un exploit pour moi. Donc, sur la question de la périodisation 45-50, en fait, j'apprécie qu'on apprécie que c'est une bonne périodisation. Le problème étant que ma thèse fait un truc comparatif entre aussi la France, les États-Unis et l'Angleterre, et j'ai pas de réponse fixe sur justement cette idée de est-ce que c'est un deuxième conflit, est-ce qu'on remobilise ou que c'est une succession de conflits. Évidemment, la communication d'aujourd'hui ne me permettait pas d'exploiter l'ensemble des enjeux de la période, mais il y a beaucoup d'enjeux très importants dans cette période-là. J'ai parlé de 47 sur la résurgence de la guerre froide, mais si on inclut l'Angleterre, 47 c'est aussi la partition de l'Indre. Il y a des notions de décolonisation. La France n'arrête jamais les conflits, est en guerre en Indochine déjà à ce moment-là. Est-ce qu'on est dans une réelle période de paix? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la paix, surtout dans la période très complexe qui est l'après-Deuxième Guerre mondiale? Je voulais prendre un temps court, justement, pour être capable d'exploiter cette idée-là, de cette perception-là, où on se croit réellement dans une démobilisation au départ. C'est une volonté qu'on a. Surtout quand on regarde l'historiographie sur les États-Unis, je pense aux historiens révisionnistes qui essaient d'accuser les États-Unis d'avoir été responsables du déclenchement de la guerre froide. Je trouvais intéressant cette idée de démobilisation culturelle-là parce que ça permettait d'aller plus profondément dans les mentalités pour comprendre à quel point les Américains, eux, veulent justement démobiliser. Ils ne veulent pas embarquer dans cette idée-là. Ils veulent se débarrasser, du moins avant 1947, de cette volonté d'entrer en guerre froide ou pas. Donc, succession de conflits, démobilisation, ce qui est un deuxième conflit avec la guerre en Corée. C'est des concepts avec lesquels je jongle en ce moment et que c'est plutôt difficile à gérer, mais je perds pas espoir. Deuxième question, démocratie et propagande, relations toxiques. Bonne question sur est-ce qu'on doit attendre la fin de la guerre pour finir les questions de propagande ou on commence avant. Justement, ici, la question de démobilisation, quand j'utilise l'idée de temps linéaire, de cassure, je pense souvent à l'article de Maurice Weiss de 2000 où il parlait de 1945 comme étant année de rupture ou pas. Quand on regarde la démocratie et la propagande, les Américains, je l'ai mentionné rapidement, c'est 1943 où les problèmes commencent. L'OWI, l'Office of War Information, dès 1943, on veut briser la propagande domestique, on se débarrasse de certains organismes. Il y a toute une série de choses qui sont faites et l'aboutissement final est septembre 1945. Les Français ont une relation très différente. Dès que De Gaulle revient aux affaires, lui veut la maintenir, le ministère de l'Information. Il veut une vraie propagande. Il est conscient des enjeux qu'il a à faire. C'est lorsqu'on se débarrasse de lui, ou il se débarrasse de lui-même, là, ça dépend comment on voit les choses. De Gaulle, personne ne peut se débarrasser de lui. Janvier 1946, quitte.
Là, il y a une forme de brisure dans cette idée-là. Les Britanniques, si j'utilise le troisième pays que j'ai pas eu le temps de parler, eux, ils font un véritable effort de démobilisation qui vient après la guerre. C'est avril 1946 pour transformer le Powerful Ministry of Information en Central Office of Information. Là, il y a vraiment une forme qui est plus linéaire, plus normale. Mais 1945, est-ce que c'est l'année de rupture? C'est pour ça que j'utilisais le concept de démobilisation culturelle. J'aime l'idée qu'il n'y a pas de linéarité ou que c'est très difficile d'avoir un temps linéaire, des cassures, des moments de césure. Ça aussi, c'est une longue conversation que j'ai depuis 6 ans avec mon directeur sur la multiplicité des césures en histoire. Et pour répondre à la question à 3, question de faire un lien entre nous trois, j'ai absolument pas de bonne réponse encore. Marie-Ève et moi, on discute depuis des années, étant donné qu'elle travaille sur un temps relativement long et que je travaille sur un temps relativement court. Est-ce que c'est la perspective du temps court ou du temps long qui aiderait à mieux expliquer l'idée de démobilisation culturelle? Eh bien, ça sera à vous de juger quand j'aurai publié ma thèse et que vous auriez lu celle de Marie-Ève pour voir est-ce que c'est le temps long ou c'est le temps court qui l'explique adéquatement. Pour Thomas, je suis désolé, j'ai pas... I can make a link with you right now. Voilà. Merci bien. Trois réponses, trois conférences, 3 papiers qui me semblent en commun ceci, que ce soit pour la communauté scientifique ou que ce soit pour les sociétés libérales démocratiques, il y a l'idée que la circulation libre des idées et des connaissances est une sorte d'idéal. Évidemment, nous savons bien que même avant la guerre 14, la réalité de la communauté scientifique internationale, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, notre sujet, c'est comment ces idées, comment ces connaissances scientifiques sont captées, polarisées, utilisées, instrumentalisées pendant la guerre. Quels sont les avantages, les désavantages de faire cela? Et dans la sortie de guerre et la reconversion à la paix, comment est-ce qu'on rétablisse donc cet idéal et qu'est-ce que ça implique comme reconnaissance ou démantèlement donc de l'idée de l'ennemi? Quels sont les enjeux dans ce processus de reconversion? Voilà, donc the 3 papers are now open for discussion. If you could please just identify who you are and keep your comments and questions fairly brief, please. Thank you. Yes. Victor Bissonnette, étudiant de l'UQAM. Victor Bissonnette, UQAM. Allô? Ma question s'adresse à Marie-Ève et va directement dans le sens que vient d'exposer M. Horn. Ma question va porter sur l'instrumentalisation de la science. Il me semble que dans votre exposé, il a été assez clair que la France désire ardemment, après la fin de la Première Guerre mondiale, exclure la science allemande d'une nouvelle internalisation de la science. Pourtant, un argument qui aurait été sans doute fort pour inclure le côté allemand et le côté des pays neutres aurait été celui d'examiner l'instrumentalisation de la science pendant la guerre. Ça aurait été fort intéressant de voir des scientifiques discuter entre eux de comment ils ont utilisé la science pour l'effort de guerre dans leurs pays respectifs. Est-ce que dans ce que vous avez observé, est-ce que cet argument-là a été présent? Est-ce qu'il a été amené dans les discussions qui ont mené à l'établissement d'une nouvelle internalisation de la science après 1919-1920? Merci bien. Nous allons recueillir donc trois questions, 3 réponses, et puis une deuxième tranche de questions. Autre question? Oui, Martha? My question is for Thomas, and it's inspired by Marie-Ève's presentation. And I wonder to what extent in these exchanges between Harvard and France, there is any ability to determine disciplinary concentrations. In particular, to what extent, if any, do the French try to represent French science in the United States, and the United States try to represent American science to try and offset this pre-war domination of the intellectual community by German science? Or is it just whoever's available and is willing to basically cross the Atlantic and say, I'll do it for a year? And the gentleman just behind, thanks. Yes. My question is for... Sorry, can you just identify? Oh, John Harvey, St. Cloud State. Okay, Thomas, love to hear it. There's 3 quick questions and points. First, be aware that some French
scholars went to America precisely because they felt they were on the margins of the university system. Even someone like Sestra, and it still required American money. Who's the number one person to come over and stay over? Bernard Fay. Gets his MA at Harvard, goes on and gets his PhD, and of course we know what happened to him. So watch the issue about marginality and all exchange professorships. Second, watch the 1914 break. Even when these professorships and the exchanges are started at Chicago, at Columbia, and at Harvard, aside from the universities competing with one another for prestige, they're already fighting between the French and the Germans. That cultural war is already on. It gets intensified in 1914. The third point is the biggest. When you're talking about university systems, Americans never see it as a bilateral issue. Doesn't matter whether it's Central Europe, doesn't matter whether it's Italy, doesn't matter whether it's France. Americans always see the country within a wider European context, with the exception of Britain, because the ties were so close. So when the Americans are developing any ties with the French on the cultural or intellectual level, they are always being pulled either by Central European issues, depending upon where you are in America, or especially the Brits. I would suggest do a comparative look at the British exchange professorships at the same time. You could do it with Yale, you could do it with Harvard, you could do it with Columbia. And what you'll see, I think, is that it's not so much that they're agents of the French. The Americans would never accept that. But once the British are tied in, the French are almost piggybacking on it. So just think about it, because in Britain you can do that. You can get at the archives and such. Okay, thanks very much. We'll now have replies to the three questions, and then we'll get a second round. OK. Merci pour votre question. Oui, justement, ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est du côté, après la publication du manifeste des 93, en France, il y a tout un mouvement de dénonciation de la science allemande. Même les scientifiques se réunissent pour publier un ouvrage où on décrit la science allemande comme une science matérialiste. On fait la différence entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie en France et en Allemagne. Il y a tout un gros débat autour de ça. Donc, les Français essaient de justement prendre leur distance par rapport à la science allemande et de définir une science française qui elle, n'est pas teintée de toute cette barbarie là, dont on accuse les Allemands. Donc oui, je sais pas si je réponds bien à la question là. On se après sur l'internationalisation. Ah oui, c'est ça, justement. Merci. Je ne savais pas la deuxième. Oui, c'est ça. Mais justement, en 1919, quand on va faire les négociations pour la fondation du Conseil de recherche, en France, Émile Picard va faire un sondage partout à travers la France pour voir ce que pensent les associations scientifiques partout à travers le pays d'un boycott des Allemands. Et puis, il va se servir à ce moment-là du manifeste des 93. Et de tout le débat qu'il y a eu autour de ça pour justement justifier le boycott des Allemands. Donc, un manifeste que les Allemands avaient finalement signé, plusieurs semblent même l'avoir lu, plusieurs ont dit après, bon, si j'avais su, j'aurais pas signé ce truc-là. On va vraiment instrumentaliser ce manifeste et s'en servir après, en 1919, pour le boycott. Voilà. Okay. So to answer Martha's question first, disciplinary sort of concentration, I would argue, and maybe I'd be corrected by John, that more often than not, it's who's available, who speaks English. And if someone has experience of the United States from before the war, that's a great bonus as well. If they know people, so if they can sort of go over and tie into a network very quickly and get audiences, get further speaking engagement, that's all in their favour. So you see a lot of people returning during the First World War who had been there before the war. Bergson, obvious example. André Tardieu, in a sense, returns. He'd been in the States before the war. Charles Sestre, who I talked about. Gustave Lanson is another one who comes back. So I think that pre-war, being part of a pre-existing network is important, and then having experience of the country and the language. Although not all have the language, but the majority do when they come over.
Might take a few minutes to get through the next three questions. Some French scholars going to the US if they're on the margins in France. That's a great point. I think it's interesting because I found in my research, I freely admit I've only looked at Harvard and Columbia. There was a sense in those two institutions that the French sent the best quality scholars they could, whereas the Germans didn't necessarily. The Germans sent whoever was knocking about, and they felt that the Germans didn't treat them with the same gravitas as the French did. They felt that the French were sending just the best possible scholars they could find, people sufficiently bringing the sort of doing justice to the exchanges themselves. So I would have to think a bit more about, if these people are marginal figures or not. Perhaps you already have the answer, I don't know. Could you clarify what you mean in first question 2 about in 1914 there was already fighting between Germany and France? Do you mean in the sense that, could you just clarify that what you meant by that? When the professorships start being talked about, with the Roosevelt professorship and such, if you take a look especially at the German documents and dig more around the French context, the French and Germans are responding to getting America in their diplomatic sphere. Okay, so they're competing with one another. Now, this is pre-war. It's sort of like a Cold War, so to speak, between the two on all cultural levels. And then, of course, once 1914 hits, it just amplifies it all the way through. Sure, no, I absolutely accept that, yeah. I mean, in a sense, 1914 validates the previous 10, 15 years of sort of subtle diplomacy. That's the point I've tried, maybe didn't make so well today, but it's something I do try to make in other things I've written. So no, I absolutely agree on that point. The final one. Yeah, and again, I think you're right that the US scholars do see, like they don't, I'm trying to again speak about France today, that the US scholars see certainly Europe. And I suppose, yes, as a set of nations, but I think it's more about the networks, the sets of networks that they're tied into, the people they know, and these are transnational, so they tie them into different national contexts. But they certainly don't see them within Europe as just, France or Germany or whatever. It's a much more complex set of interconnections. So I totally agree with that too. Again, in the work I've done, I haven't come across many examples of British professorial exchanges. And again, they kind of go more under the radar because in a sense they're not performing perhaps the same function as the British or as the German and French ones. It's more, they speak the same language, they kind of have the same cultural references, so it's not the same kind of diplomacy that's being undertaken. So perhaps I might have a second look at that in light of what you said, yeah. Je pense qu'on pourrait, je ne sais pas si Marie-Ève serait d'accord, mais on pourrait peut-être juste ajouter sur cette question de considérer rétrospectivement l'instrumentalisation pendant la guerre, donc des connaissances. Je pense que c'était la question que, en fait, on retrouve peut-être certains lieux, certains milieux où ça se produit. Par exemple, la commission des intellectuels de la SDN qui est créée en 1928, je crois, ou même indirectement, je pense, dans la fondation des Annales en 1929, qui vient après donc le voyage de Marc Bloch au congrès des sciences historiques à Oslo, je crois. Et c'est un changement par rapport à 23 à Bruxelles, où justement Henri Pirenne a refusé d'établir une sorte de revue comme les Annales, mais que Bloch et Fèvre à ce moment-là lui demandent de faire comme une revue interalliée. Et donc entre 23 et 28, 29, on voit le changement. Et en fait, c'est une sorte de démobilisation culturelle. On reconnaît l'ennemi, donc on implique les Allemands là-dedans. Et en fait, Bloch surtout prête une forte attention à la place des sujets allemands donc dans les annales des années 30. Donc c'est peut-être une forme de prise en compte rétrospectivement de ce qui s'est produit pendant la guerre. Il discute de l'instrumentalisation. Je pense que dans le cas des annales, c'est plutôt indirect, c'est inféré que direct. Dans le cadre de la commission des intellectuels de la SDN, c'est direct. Ouais.
We have, I think, time for another quick round of questions. L'ASDN construit quand même un institut national international de coopération intellectuelle qui est l'ancêtre de l'UNESCO, donc et qui s'installe à Paris, ce qui explique d'ailleurs que l'UNESCO se soit finalement installé à Paris. Il a pris la suite de cet institut. À ma connaissance, le travail de cet institut n'a pas fait l'objet d'études comparables, par exemple, aux études qui ont été faites sur l'ILO. Merci Antoine. Garrod Barry at the back. Thank you. Garrod Barry, NUI Galway. Very simply, Tomás, I know you've touched on this on other occasions, but you might just very briefly sketch out the other side of the story in terms of Harvard, in terms of the cold shouldering or exclusion of Germans and of academics from the Central Powers at the same time, just to put into relief what you're talking about here. And to Guillaume, very simply, if you're talking about a kind of a reticence on the part of the US to be seen to having a kind of ministry of propaganda. I wonder, does any of this in these years, does it have anything to do with the impact of the publication of 1984 and of Orwell's essays and so on, given the way that he caricatures Brendan Bracken and the Ministry of Truth? Thank you. Thank you. A question for Guillaume. Bon, je vais le poser en français. Vous avez dit pour le Office of War Information, en 1943, il commence à être critiqué, cette institution. Et je me demande si ça ne fait pas partie plutôt d'une opposition croissante contre le New Deal aux États-Unis, et surtout le rôle de l'État, l'interventionnisme étatique qui commence, cette opposition commence à la fin des années 30, mais c'est la guerre qui vraiment donne un énorme souffle. Et en 1944-1945, le New Deal est effectivement mort. Et donc, est-ce que ça fait partie... Donc, est-ce que le vrai débat, c'est sur la propagande ou est-ce que le vrai débat, c'est sur le rôle de l'État aux États-Unis? Merci. Thank you. And the third question. Oui, bonjour. Moi aussi, j'ai une question pour Guillaume. Charlotte Fauché de l'Université de Londres, je suis doctorante. Et je voulais vous demander si, dans votre thèse, vous étudiez aussi la propagande internationale de la France, parce que là, vous avez surtout parlé de la propagande domestique. Et si justement la propagande à l'international ne pourrait pas vous aider à... On ne pourrait pas amener une autre comparaison. Je pense notamment à la Direction générale des relations culturelles qui est créée en 1945. Et dans ce cas-là, on voit plutôt... Enfin, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire du concept de démobilisation culturelle. Parce que justement, cette direction générale, elle a été poussée depuis le début des années 40 par De Gaulle à Londres. Notamment, ils commencent déjà à réfléchir à comment ils vont réorganiser les relations culturelles extérieures de la France. Et donc voilà, c'était juste, je voulais vous demander si vous analysiez ça dans votre thèse ou pas. Merci bien. Donc, 3 réponses rapides, s'il vous plaît. Thanks, Garrod, for the question. Germans at Harvard, so the other side, Germans at Harvard, it's kind of an odd one in the sense that Harvard went the other way compared to its rivals, in that it wasn't as condemnatory and it wasn't quick to sever ties. They never, for example, shut down academic freedom in wartime, which Columbia famously did. Nicholas Murray Butler pronounced this in 1917. And so there's historically a strong German influence there. The president of Harvard refuses to sort of shut up Hugo Munsterberg, the famous German psychologist working there. So he says, once he's outside the university, he's a private individual, he can express whatever views he likes. It's not the place of the university to sort of gag him. And he becomes a sort of a rallying figure for sort of pretty much outraged British and French audiences and American audiences at his sort of pro-German pronouncements in North America. But I think, in a sense, there's two things going on there. I think Harvard is acting through institutional rivalry as well by deliberately opposing what Columbia is doing, and the president of the university writes on a number of occasions to talk about how they will always uphold academic freedom in any context.
So they offered Bertrand Russell a visiting professorship in 1916 when he's deprived of his lectureship in Cambridge. They take, after the war, they will take sort of unwanted scholars from elsewhere. Harold Lasky causes controversy in Boston in 1919. Lucien Levy-Bruhl comes in 1919 when they didn't want to in France. They wouldn't take him in Columbia because of his association with socialism. Harvard took him. So they, in a sense, they're sort of playing a number of games, I think. But I'll stop talking and hand over to Guillaume. No problem. Yes, I'm getting instructions about rapidity of response. Let me try this general response for the 3 questions all in the same. This is exactly why I was talking my paper about the concept of democratic minimum, which is, again, I thank my director Norman Ingram for that thing, because we were thinking about the fact that how can you manage to compare things that are so different, so broad in perspective, and this is the answer for 2 of the questions, as did you look into 1984 Orwell, et est-ce que j'ai regardé sur la propagande internationale comme la direction des affaires culturelles, les affaires étrangères, etc. The problem here is how can I manage to take everything into account in a manageable thesis that I need to finish at some point. So we sympathize. Yeah, I know. Everybody sympathize with that. At first it was a good idea, but now, you know, the thing is, I don't look into a lot of publication like Orwell or things like that. What I'm looking at is really the reflection of the elite. Who are the people that are making decisions? What kind of decisions did they make? What kind of money did they put into those decisions? This is where I'm looking into specific people that have a real influence on deciders. I don't mean by that 1984 Orwell that was published had no influence whatsoever. It's just that I need to focus on a positivist perspectives of the archives. So I'm looking more into Bernays, Domnack, people that I know that were read by elites, by deciders, and make decisions related to that. But I'm not saying that it's not important, the 1984 thing, as long as the Arthur Koestler, Le Zéro, l'Infini, all these books that were really interesting, that were published in those times. Sur la question de la propagande internationale versus la propagande domestique, j'ai un peu la même réponse. Non, j'observe pas ça du tout dans ma thèse. Mon point, c'est vraiment de regarder ce dilemme de propagande domestique. Tous les pays reconnaissent, et c'est le gros problème pour les États-Unis en passant dans ma thèse, c'est que les États-Unis se votent une loi où ils veulent avoir aucune propagande domestique à l'intérieur. Par contre, la propagande à l'étranger, ça, on y va à fond. 1948, les élections italiennes, tout le monde est au courant, la CIA était financée, etc., etc. Ça, il n'y a pas de problème. Les Français, la rééducation des Allemands, leur occupation de l'Allemagne, beaucoup de thèses ont été faites aussi là-dessus dernièrement, très intéressant sur cette notion-là. Ce que j'aime mieux regarder, c'est l'idée de propagande domestique, parce que justement, là, on voit le dilemme. C'est bon pour les autres, ça va, on peut le faire. Nous, par contre, est-ce qu'on, nous, en tant que démocrates, on peut se permettre la propagande? Dans les archives françaises, c'est hallucinant le nombre de rapports où quand quelqu'un écrit propagande, les ministres biffent ça au crayon en disant « Nous, monsieur, en France, nous ne faisons pas de propagande ». Pour moi, c'est fascinant, évidemment, ça va être inclus tout ça dans la thèse, etc. Et pour la réponse de 1943, j'ai fait le plus vite possible. Oui, c'est une critique aussi contre le New Deal, mais il y a une fonction de propagande. C'est là que je reviens avec la question du seuil démocratique. Comment est-ce que je fais pour comparer des choses où justement il y a des influences différentes? Comment gérer quelqu'un comme De Gaulle dans cette réflexion de propagande démocratique? Comment réfléchir sur la notion de critique du New Deal qui entre en perspective? Mon point, c'est de dire la propagande reste le parent pauvre. Il y a des éléments du New Deal qu'on va défendre plus que d'autres. La propagande, c'est celui qu'on ne défend jamais aux États-Unis. Surtout pas la propagande démocratique. C'est le premier qu'on abandonne. La déségrégation des forces armées en 1948 entre quand même dans une fonction de démocratisation du régime américain, chose qu'on ne fait pas avec la de propagande domestique, où on se débarrasse, on passe la loi de 1948, etc., etc. Merci. Voilà. Well, I'd like to thank everybody. I mean, I think we all know that wars are always about ideas, knowledge, values, as well as fighting on the field. But that is quintessentially the case with the 2 world wars and the Cold War in the 20th century. And I think we've had 3 papers here in a commentary which have shown us precisely some of the ways in which that was the case, and also the problems that then creates with the demobilization or the conversion to some kind of putative notion of peace, especially when it's caught up with the remobilization for a new war, as is the case in the Cold War. But myself, profiting from this occasion to do a little bit of propaganda,
If this session has caught your interest, I just want to say that organised by Marie-Ève Chagnon and Thomas Irish, and very much as a Canadian-Irish joint venture, there is a conference being held, an international conference in Trinity College Dublin, 15th to 16th of August this year, this summer, which is on universities in the era of the Great War. Martha Hanna will be there giving a keynote address, and you're all very welcome to attend that conference. We'd be delighted to see you in Dublin. I'd like to thank all three paper givers and also Andrew for his commentary, and I'd ask you to show that in the normal way.